Bienvenue, madame, mademoiselle ou monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Au cours de l'été, nous sommes en direct du Mont-Saint-Hilaire dans notre studio. Voici nos 4e suggestions dans ces vidéos Randia version estivale 2023. En première, c'était samedi le 5 août 2023, le vidéo Randia numéro 32. Conception, animation et montage de Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Nos suggestions estivales pour cette semaine: Jean Deflore, Bernard de Montréal, Michel Onfray, Claire Séverac et d'autres. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia. La musique, Daniel Morancy, musique qu'on entend assez souvent maintenant. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale. Et le concepteur du site du Club Créé, M. François Deschamps, webmaître. Oui, les compléments surprenants de Gilles continuent même au cours de l'été. À l'adresse orandia.com. Il ajoute, toutes les nuits, après la diffusion première du samedi soir, des éléments visuels ou textuels. Bonne émission. Bonjour tout le monde. Ben oui, on est déjà rendu au mois d'août. Et vous avez vu dans l'introduction qu'il y a beaucoup d'invités, des gros canons. C'est une émission consacrée surtout à l'aspect de la guerre. L'aspect des problèmes sur Terre qui nous proviennent de la nature humaine profondément. J'ai l'intention dans cette émission aujourd'hui de faire une démarche assez provocante. D'abord avec une invitée que vous avez sans doute entendu parler, Claire Séverac, une journaliste qui a fait une enquête un jour et elle a découvert des choses que nous avions déjà parlé avec Serge Monat, de triste mémoire, puisqu'il est disparu physiquement, dans des conditions un peu spéciales. C'est celui qui avait fait beaucoup d'enquêtes sur différents aspects, donc Claire Séverac a retrouvé les traces. Et il y avait aussi... je ne sais pas si vous vous souvenez de Benoît Perron au Québec, qui parlait beaucoup de choses qui dérangeaient. Mort d'une crise cardiaque à peu près à la même date que Claire Séverac, qui est décédée entre Noël et le jour de l'an, il y a quelques années. Mais vous savez, ce que je fais depuis quelques semaines, c'est vous proposer une émission souvenir parmi nos archives, quelque chose qui correspond au thème de la journée. Aujourd'hui, ça va être avec Jean Deflore, et avec une insertion avec Bernard de Montréal. Suivant, ce serait une suggestion que j'ai à vous faire. Cette semaine, c'est avec Michel Onfray, le philosophe français très connu, qui a écrit un livre percutant qui s'appelle « Puissance et décadence ». Mon coup de cœur, c'est Claire Séverac. Et le site que je vous recommande de découvrir, c'est le Précepteur. C'est très intellectuel, de haut niveau. Et aujourd'hui, on nous parle de Platon. Ce monde est corrompu. C'est pas nouveau, hein? Platon, à l'époque des Grecs, lui-même disait déjà ça. Et pour nos abonnés au Club Créé, j'ai une petite merveille. On en verra un court extrait. Vous souvenez-vous de la série Cosmos de Carl Sagan, qui est décédé lui aussi? C'est lui qui était l'auteur du livre qui est devenu un film, Contact, avec Jodie Foster. Vous vous souvenez? C'est un film qui a marqué beaucoup les esprits dans cette pensée justement d'une évolution qui nous permettrait de voir un peu le point de vue des extraterrestres. Et justement avec Carl Sagan, c'est assez étonnant. C'était le 13e épisode de la série Cosmos. C'est pas disponible sur YouTube en français. En anglais, il est là intégral. Alors, si vous comprenez bien l'anglais, allez le voir sur YouTube. Sinon, dans notre Club Créé, vous allez l'entendre
en français. Et je vais donc débuter immédiatement avec l'émission Souvenir, comme je fais d'habitude. L'émission Souvenir, c'est pour rappeler avec Jean Deflore ce qu'on s'était dit en rapport avec Bernard de Montréal et Jean Deflore. Je prends la parole pour l'amener et faire réaliser des choses en rapport aussi avec l'intervention de Bernard de Montréal. On l'écoute? Nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort. C'est un combat à la finale. C'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle. Il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle. Et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction. Ils s'isoleront d'une façon totale. Mais dans une dimension qui n'existe pas encore. Qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Auquel on a pris conscience, il y a quelque chose d'énorme qui dépasse la boule terrestre. Ça se passe à un autre niveau. Il y a quelque chose qui veut dominer. Il y a un opéra de Faust qui dit « Qui conduit le bal ?» et Satan conduit le bal. Bon, alors on en est rendu là. Il y a des gens qui commencent à réaliser que ça fait des années qu'on essaie de détruire les religions, particulièrement la chrétienne, puis qu'on essaie de faire dénaturer tout le travail des bonnes sœurs qui étaient dans les hôpitaux avec la mission d'aider, charité, amour du prochain, qui était le grand message du Christ et de la religion, aime ton prochain comme si c'était toi-même. Bon. Déjà à l'époque, ou c'est venu plus tard, et comment ça se passe? Si j'ai bien compris de nos conversations, c'est qu'on te donne des brides d'informations peu à peu, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Si tu peux élaborer un peu là-dessus. D'accord. Ils m'ont dit oui, et tu vas être là. Et avec le temps, j'ai d'abord appris graduellement des étapes. Pour 2023, c'était 2023. Mais à un moment donné, j'ai appris que c'était le rendez-vous 2023. Ah, j'étais fier, je disais à mon public, rendez-vous, on va être en rendez-vous, meeting, tout le monde, on va se réunir, on va être en rendez-vous. Et depuis à peu près 15 ans, j'apprends que c'est pas seulement dans ce sens-là, mais c'est un meeting, mais rendez-vous, c'est aussi abat les armes, abdication. Alors c'est rendez-vous, abat les armes, rendez-vous. Surrender en anglais. Oh. Et là, ça commençait à faire débouler dans ma tête les images que j'avais vues des événements à venir. C'était une troisième guerre mondiale qui débute. Il ne voulait pas aller si loin, il avait peur d'épeurer la population. Moi, je l'ai dit comme ça. Et j'ai dit, ça va être terrible ce qui va se passer. Mais ça ne fait que débuter en 2020, 21, 22, 23, hop. Et j'ai dit guerre mondiale quelques jours avant que Macron ait déclaré, lui aussi, lui-même, que c'était une guerre mondiale contre un virus, pas contre un pays en particulier. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il peut y avoir une origine humaine de manipulation. Jusqu'où ça nous mènera? Ben, ça nous mène à l'obligation d'en prendre conscience pour se réveiller à temps, pour faire face collectivement à ce qui se passe. Et pour ça, là, je vous fais entendre Bernard de Montréal, qui lui-même a mis les points saisis et les barres sautées à une émission que j'avais à la radio de CKVL en 1979. Vous prenez Adolf Hitler. Hitler, il avait des bonnes intentions au début. Mais quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l'ésotérisme, de l'occultisme, il s'est mis en communication vibratoire avec les forces de l'astral, et éventuellement, elles ont pris contrôle, et éventuellement, elles ont mené l'Allemagne où l'Allemagne est venue. Et beaucoup d'Allemands en Allemagne, durant ce temps-là, ne voyaient pas ça.
Il y a même un grand psychologue qui a fait partie du mouvement nazi en Allemagne. Moi j'aurais une question, Richard, oui, par rapport à ça. De ton point de vue actuel, et je dis bien de ton point de vue parce que notre connexion, elle est souvent teintée de nos filtres personnels, de nos expériences personnelles, de notre vécu. Oui. Et quand on le raconte à d'autres, on peut percevoir les choses, mais quand on le transmet dans la matière, souvent c'est teinté. Alors aujourd'hui, en novembre 2021, où penses-tu que l'on se dirige? C'est quoi l'expérience février 2023, selon ce que tu en perçois actuellement? On comprend que ta connaissance de l'événement chemine, oui. Qu'on t'en révèle, c'est ce que tu m'as déjà dit, qu'on t'en révèle des bouts au fur et à mesure que l'on s'en approche de cette date-là. Oui. Avec les risques aussi que l'événement ne se passe pas à la date précise, c'est toujours un risque. Hein? Dans le passé, il y en a qui ont prédit des choses à des dates précises et ça s'est pas passé au moment précis. Mais au-delà de ça, là, l'énergie, si on peut dire, que tu ressens, vers quoi on s'en va, puis en quoi le dévoiler lors de ces émissions. Étant donné que l'émission qu'on enregistre présentement demeure sur Internet, les gens pourront la consulter, la regarder avec le temps qui passe. Si j'en dis pas assez maintenant, ils vont dire « Ah, ben, il n'a pas tout dit, parce que le gars, il a oublié de parler de ça, puis de ça, puis de ça. » Puis si j'en dis maintenant, il y a des gens qui vont dire « Il est fou, puis il est à côté de la plaque, là, ça n'a pas de bon sens. » Moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un sous-sol d'un restaurant auquel toi-même tu as participé. C'est que ça veut dire en même temps les deux mots, surrender et meeting. Dans quel des deux vous allez être? Dans le meeting ou dans le surrender? Je ne pense pas que vous êtes concerné par le surrender. Non. Voilà ce que j'avais vraiment à vous dire, que je suis content qu'on s'est entendu, qu'on s'est compris. C'est vraiment ça de l'ufologie maintenant. C'est vraiment de parler d'êtres qui sont en toute bonne foi capables de nous aider. Ils le font, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils ont tout essayé encore au COP 15 à Copenhague, juste à côté de l'école de Bourlon, qui est en contact avec les êtres extraterrestres. Et puis au bout de la ligne, ça a foiré. Et ils ont dit, c'est pas grave, on va être là avec le petit peuple. Actuellement, on est en train dans tous les pays du monde importants, il y a des manifestations du peuple. Là, c'est sur le dos de l'écologie. En fait, c'est sur le dos de la survie de l'humanité. C'est ça que ça veut dire, l'écologie. Évidemment, il va y avoir des événements qui vont dégénérer. Qu'on le prenne par le bout qu'on voudra, que ce soit médical, que ce soit politique, que ce soit militaire, que ce soit géographique ou géologique, des averses qui n'en finissent plus, ou des feux de forêt qui n'en finissent plus, qui apparaissent ici, par là, par là, par là. Tout ça est commandé. Et on a maintenant des grands moyens. On nous dit que depuis début des années 90, ils ont sabré le champagne à Genève en disant maintenant plus rien ne nous est impossible de ce qu'on veut faire. Oui, la phrase a été lâchée par Bernard de Montréal. C'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'humanité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement on est en train de basculer du bon côté des choses? Si on écoute Claire Sévérac, elle a dénoncé, a révélé la réalité de tout ce que Serge Monod nous annonçait déjà des années d'avance, 20, 30 ans avant. Alors maintenant, on va écouter Claire Sévérac, qui a écrit le livre La guerre secrète contre les peuples. On écoute Claire Sévérac. J'étais comme tout le monde, je voyais bien qu'il y avait des scandales dans la santé et tout, mais bon, après je revenais en studio faire mes petites musiques et voilà. Et puis
un jour, je me suis fait vacciner. J'ai fait vacciner des gens de ma famille contre l'hépatite B parce que je suis rentrée en France et il y avait une énorme campagne sur l'hépatite B. Et je me suis dit, moi, je vais être une bonne mère et voilà, je vais faire ce qu'il faut. Et après, je me suis rendu compte que quand je suis revenue aux États-Unis, quelque temps après, je me suis rendu compte que il y avait des class action et que les gens se regroupaient et qu'il y avait des tas de problèmes avec ce vaccin. Et donc, effectivement, j'ai prié très fort que je sois pas la cause de maladies ou de choses terribles dans ma famille. Et bon, apparemment, ça s'est plutôt pas mal passé pour nous, mais en tout cas j'étais dans une colère noire parce que si on m'avait dit moi Basque et Bélier que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée par ce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit comment on peut être aussi bête. C'est-à-dire ils me disent quelque chose et je cours le faire. Et j'ai dit plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Donc quand il y a eu quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. Et là je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister, des conflits d'intérêts, des trucs Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin 1 an avant, enfin des trucs hallucinants, le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos au cas où il y aurait des effets secondaires, enfin bref. Et donc voilà, j'ai commencé mon enquête comme ça, et après j'ai trouvé des trucs tellement horribles que je me suis dit mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin? Je suis allée voir des experts qui me paraissaient honnêtes aux États-Unis et ici. Et puis après j'ai regardé si ça s'était passé comme ça avant dans l'histoire, si c'était que pour ce vaccin-là ou pour d'autres. Et plus je tirais le fil d'Ariane, et plus je trouvais des trucs monstrueux. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Après je me suis intéressée à la nourriture et ainsi de suite. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Et après, ben je vais vous le raconter. Oui, Claire Séverac passe 1 heure à nous expliquer les chemtrails, les vaccins, la nourriture qui a été modifiée. Il y a plein d'événements qu'elle a réalisés dans les faits, puisqu'elle a fait des enquêtes journalistiques. Il y a 40 ans, M. Louis Lefebvre était venu en conférence au Cégep de Maisonneuve. Et ce qu'il nous a dit cette fois-là, ça avait l'air presque impossible. On l'écoute. Louis Lefebvre. Il manque ça. C'est la seule chose. C'est pour ça qu'il... C'est un gouvernement contre Dieu, pour l'homme, pour aussi les extraterrestres qui se sont révoltés. Ouais. L'État, lorsque ça coûte cher, amène des correctifs. C'est pas pour le bien du monde. Il y a d'autres moyens d'éliminer les peuples et puis tout ça. Mais il faut que, avant le gouvernement mondial arrive, qu'au moins les 2 tiers des peuples disparaissent. Même avant le 777, parce qu'il y a une autre formule qui s'en vient, c'est que peut-être il n'y aura jamais de guerre atomique. Dieu ne le permettra pas. Yahweh t'a dit qu'il ne le permettra pas. Ouais. C'est que les anges vont arriver, le Christ arrivera en conquérant. Et il s'est dit dans l'Apocalypse qu'il arrivera en conquérant. Il n'arrive pas par l'entremise d'une autre personne. Il y aura toujours des témoins qui vont venir parler, avertir les peuples. Mais dans le fond, il arrive en conquérant. C'est lui qui gagne avec les anges des saints. C'est ça. Il arrive en conquérant. Et pendant 2-3 jours, il y aura une bataille sur terre et dans les airs qui va tout enflammer, tout ça. Très peu, peut-être le tiers du monde vont pouvoir survivre, peut-être même pas 25%. Les 3 quarts vont mourir de cette affaire-là, dans le temps. Alors, nous avons ces 3 jours de noirceur-là. Auront un siège béni dans la maison qui pourront brûler, pourront être éclairés et protégés et prier pendant ce temps-là. Mais pas sortir ni ouvrir une fenêtre. Ça, c'est la seule façon qu'on peut se protéger. Un peu comme à l'époque de l'Égypte. Oui, parce que Dieu sont venus en Égypte. Puis la terre sera renouvelée pendant ces 3 jours-là. Les cadavres qui joncheront les rues seront
brûler comme ça, là, automatiquement, corrodé par corrosion, comme on dirait. On a des combustions humides qu'on utilise en chimie lorsqu'on fait des analyses. Il n'y a pas besoin de... Pour une combustion, il n'y a pas besoin de feu, monsieur. Il y a bien des sortes de combustion que le monde ignore. La combustion humide, s'il y a des chimistes ici, ils savent ce que ça veut dire, une combustion humide. Une forme de corrosion. Un genre de corrosion. Oxydation, pardon. C'est pas une corrosion, c'est une oxydation. Vous prenez du H2O2, tu peux l'acide, non pas d'acide, du peroxyde d'hydrogène à 30. Parce que de ce que les Tigui vont envoyer la Terre, c'est que les anges, ils vivent en monde parallèle avec nous. Comme si vous pouvez avoir 300 conversations sur un petit fil très ténu du téléphone. Différentes longueurs d'onde. Alors, ils vivent en parallèle, ils sont à côté de nous, etc. Ils vivent dans des cavernes creusées en parallèle. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que par des appareils ou autres, les extraterrestres, qui sont du bon bord, vont arriver, ils vont perturber leur émission. Alors, ils seront mis à sortir de là, à fuir leur caverne, et puis ils seront mis au grand jour. Ils ne pourront pas vivre parallèlement avec une bâtisse à côté, à l'intérieur même de la bâtisse. Voyez-vous, c'est un monde parallèle. On va déranger la fréquence. Ils vont annuler la fréquence pour commencer. Il n'y aura plus d'électricité sur Terre pendant 2-3 jours. Alors, comptez peu à ça. Toutes les forces électromagnétiques vont être perturbées. Tous les autres. Pour pouvoir, tout, ça sera perturbé. Mais le pape aura un avertissement, comme disent Hyacinthe, le secret de Fatima, et il va avoir un avertissement. Le pape sera forcé d'avertir le monde que la chose des 3 jours arrive. Vas-tu dire, repentez-vous, priez et jeûnez? Bien, il va les avertir comment faire, mais il y en a bien qui vous... Ouais. Comme d'avertissement, 3-4 mois auparavant, qu'il va survenir, le monde s'en fout. Le monde va s'en dans combien de foutre. temps? C'est pas bientôt ou dans 20 ans? On ne sait pas. Ça peut être dans 20 ans comme ça peut être dans 5 ans. Donc, on peut juger qu'ils sont damnés, mais ils ne seront peut-être pas. Mais c'est ceux qui sont les pasteurs, les bergers, qui sont les plus coupables, parce qu'ils ne rencontrent pas leurs obligations en faisant le serment d'office qu'ils sont supposés de faire. Que ce soit tant chez les rabbins, que ce soit chez les prêtres catholiques, les chamans, ou les prêtres bouddhistes, ou autres, les moines bouddhistes, c'est la même affaire. Ils ne rentrent pas. Ils sont au service des forces du mal, la majorité. L'Église s'en va chez le diable. Allez. Allez! Monsieur Lefebvre, je vous remercie parce qu'on a beaucoup d'autres invités à Non, mais ça ne veut pas dire de fuir l'Église, le giron de l'Église catholique pour autant, ou de n'importe quelle religion. Si vous êtes sincère, c'est juste à suivre les enseignements. Oui, c'est un extrait de cette conférence donnée par M. Louis Lefebvre il y a 30-40 ans. Et il était bien informé, ce monsieur, qui est décédé évidemment depuis. Je vous propose d'aller voir le site Le Précepteur. C'est un site pour intellectuels qui nous donne beaucoup d'informations, entre autres sur les philosophes grecs et l'évolution du monde avec les grands penseurs. Et cette fois-ci, je vous propose de rencontrer Platon chez le Précepteur. Ce monde est corrompu. On en rajoute encore une couche de plus. On écoute le Précepteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Platon et de la corruption. Alors pourquoi ce thème de la corruption? Eh bien parce qu'il y a chez Platon une vision de la nature humaine, et plus généralement une vision de l'univers et de ses lois, qui va nous permettre de comprendre en quoi les êtres humains, vous, moi, nous tous, serions fondamentalement corrompus. Alors bien sûr, en disant ça, j'ai conscience que beaucoup parmi vous vont soit ne pas être d'accord, soit vouloir en savoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire que nous serions tous corrompus? Est-ce que ce n'est pas une manière un peu expéditive de juger l'être humain? Est-ce que ce n'est pas un peu facile, un peu convenu, de dire que l'être humain est un être corrompu?
On entend ça depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse. Le péché d'Adam et Ève, la soumission d'Adam et Ève à la tentation du fruit défendu, l'expulsion du Jardin d'Éden, ce serait la marque de notre corruption, c'est-à-dire de notre éloignement vis-à-vis de Dieu et du bien. Et c'est une idée qu'on retrouve dans toute l'histoire de la pensée occidentale. On la retrouve chez Pascal, au XVIIe siècle. Pascal qui reprochait à l'homme sa concupiscence, autrement dit, son penchant à l'envie, son penchant au vice. Hobbes partageait ce point de vue, quand il disait que l'homme est un loup pour l'homme, et que la seule chose qui motive l'être humain, c'est la satisfaction de ses désirs égoïstes, et notamment de ses désirs matériels. Et c'est finalement le même constat que feront les philosophes libéraux au XVIIIe siècle. On peut penser par exemple à Helvétius, qui avait une phrase absolument lumineuse sur la question. Il disait « Si l'univers physique est soumis à la loi du mouvement, l'univers moral est régi par la loi de l'intérêt. » C'est une formule radicale, mais c'est une formule qui a le mérite de la clarté. À savoir que pour les libéraux, il ne faut pas chercher à rendre les hommes vertueux, parce que ça ne marche pas. Il ne faut pas chercher à rendre les hommes vertueux, il ne faut pas chercher à corriger leurs vices. Il faut au contraire reconnaître nos vices. Il faut reconnaître notre nature corrompue et essayer de faire avec. Et faire avec, ça voulait dire pour les libéraux, trouver le moyen de réguler l'égoïsme des hommes, trouver un moyen de satisfaire cet égoïsme, sans que cela ne mette à mal la coexistence entre les membres de la société. C'était Platon. Dans le site le Précepteur, et je vous le recommande réellement, ces sites que je donne chaque semaine. Le lien, c'est simple, vous écrivez dans les engins de recherche de YouTube, le Précepteur. Toute la liste des vidéos va vous apparaître et vous n'avez qu'à choisir les sujets qui vous passionnent particulièrement. J'en ai choisi un aujourd'hui, ce philosophe, Platon. Et plus ça change, plus c'est pareil. Mais on va écouter maintenant un autre philosophe de notre époque, qui s'appelle Michel Onfray, très connu pour ses positions autant sur la politique que sur la condition humaine à travers l'histoire actuelle. Même, il a fait un document sur l'âme. Alors, on peut dire que le monsieur, il est très, très ouvert à tous les niveaux de prise de conscience. On retrouve Michel Onfray. Puisqu'on fait une clôture justement pour dire ça c'est à moi et je veux le protéger des autres. Donc ça veut dire qu'il y a des gens plus malins que d'autres. Il dit que les hommes sont égaux, mais il y a quand même des gens qui ont des maisons à protéger, et puis d'autres qui n'ont pas de maisons à protéger. Donc il y a des futés qui ont fait des maisons, et puis il y a des pas futés qui n'ont pas fait de maison. Et ces pas futés se disent, mais finalement cette maison elle m'intéresse, donc on est obligé de la clôturer. Donc on se dit, c'est la preuve que l'homme n'est pas naturellement bon. C'est toi-même qui le dis, Jean-Jacques. Donc tu devrais quand même te lire et voir que ça ne marche pas. Cette hypothèse d'un homme naturel n'est qu'une hypothèse, d'une part. D'autre part, c'est une hypothèse fausse. Ensuite, il en fait une vérité. Et il dit lui-même que cette vérité n'est pas vraie, puisque finalement, lui-même dit que il y a des choses à enclore, et que ces choses à enclore font la démonstration qu'il y a une propriété avant que l'enclosure, comme on pourrait le dire en inventant le mot à partir des Anglais, n'apparaisse. Donc, c'est une sottise. Et puis après, il dit, bah voilà, c'est l'exploitation, c'est ceci, c'est cela. Ah, alors là, c'est pas bien. Donc, on a eu un état de nature formidable, l'état de culture qui est pas bien. Et puis, le troisième temps qui est formidable, c'est que si on passe au contrat social, ça va être bien. On va retrouver le bonheur des hommes. Et alors là, il dit, volonté générale, vous en avez parlé tout à l'heure, et de fait, Rousseau dit, la volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières, mais la somme des volontés particulières en tant qu'elles se déterminent en fonction de l'intérêt général. Je disais toujours à mes élèves, si je vous dis on va faire un voyage scolaire, où avez-vous envie d'aller? Et alors, moi je veux ceci, moi je veux cela, moi je veux cela. Je dis, bon d'accord, mais ça c'est votre intérêt personnel. Quel est le voyage le plus intéressant pour la totalité de la classe? Et déterminez-vous en fonction de ça. Et quand vous aurez voté,
En fonction de l'intérêt général, vous aurez fabriqué une volonté générale à laquelle tout le monde devra se soumettre. Et Rousseau dit, évidemment, il y a des gens qui n'auront pas voté pour ce qui se sera trouvé distingué par la majorité. Eh bien, Rousseau dit, ceux-là, on les forcera à être libres. On les forcera à être libres. C'est-à-dire que la volonté générale, si vous n'y consentez pas, on vous force à être libre. Robespierre, il prend ça, et il dit, la volonté générale, c'est la révolution. Cette révolution, si vous n'en voulez pas, on vous forcera à être libre. Et la meilleure façon de vous forcer à être libre, c'est la liberté ou la mort, l'échafaud. Et là, on se dit, ça va vite quand même. Ça va vite, mais Rousseau défend la peine de mort dans le contrat social. Il a pas mal lu, Robespierre. Parce qu'il dit à un moment donné, ces gens qui refuseraient de fabriquer de la communauté, finalement, il faut s'en débarrasser. Il faut une espèce de religion sociale. Alors ça, c'est plus le contrat social, c'est la profession de foi du vicaire savoyard dans les Milles. Et là, on se dit, tout y est, quoi. Les Milles est un texte éminemment dangereux aussi. Grande pédagogie libertaire. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? C'est une pédagogie ultra autoritaire. C'est-à-dire que le précepteur, il est là en permanence avec son Émile, avec l'individu dont il s'occupe, et il ne le lâche pas d'une semelle. Il dort dans la même chambre que lui jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, après, on lui file un tuteur qui va s'occuper de lui. Et ça, ce sont les fragments républicains, d'institutions républicaines de Saint-Just par la suite, qui reprennent ce genre de théorie. Et alors, il dit, Rousseau nous dit, mais il faut être malin, il faut lui donner l'impression qu'il est libre, mais il faut le conduire partout, donnez-lui l'impression que c'est lui qui va décider, mais c'est vous qui décidez tout le temps. Et cette pédagogie ultra-autoritaire, elle est quand même sidérante. Puis elle nous dit, en plus de ça, évidemment, qu'il faut absolument que le personnage soit un paysan, il n'a pas besoin d'être un intellectuel, il faut qu'il ait un travail manuel, charpentier, c'est formidable, etc. Et il dit, mon modèle, il faut que j'en fasse un chevreuil, dit-il. C'est formidable comme pédagogie. Transformer un homme en animal, quoi. C'est le projet pédagogique de Rousseau. Enfin bon, on arrête sur ce projet, parce que sur ce personnage, mais je trouve que exactement comme Hegel est un personnage problématique avec sa théorie de la négativité, Rousseau est un personnage dommageable avec son hypothèse d'un homme naturellement bon. Et Hobbes, lui, part à l'inverse. C'est-à-dire que lui, il dit, Rousseau, l'homme est naturellement bon. Lui, Hobbes, il reprend la phrase de Terence, l'homme est un loup pour l'homme, le fameux homo homini lupus. Et il dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire dans l'état de nature, c'est la sauvagerie. Les plus forts dominent les plus faibles, les plus rusés, les plus malins dominent les moins déliés, et on a toujours peur. On dit que sa mère a eu peur quand elle était enceinte avec l'invincible Armada, et que lui-même il a été traumatisé par cette peur, et que sa philosophie politique, il le dit lui aussi, je dirais que sa philosophie politique consiste à faire de telle sorte que nous n'ayons pas peur. Et il dit, dans l'état de nature, on a toujours peur des autres parce qu'ils peuvent toujours nous soumettre, nous détruire, nous ravager, etc. Et il dit, renoncez à votre liberté personnelle, fabriquez un contrat social, et si vous renoncez au pouvoir individuel de nuire, vous aurez la protection de la société. Donc l'État va vous protéger. Et ça, c'est très intéressant. C'est une vieille idée, c'est chez Épicure. Le contrat social n'est pas inventé par Rousseau, il n'est pas inventé non plus au siècle précédent par Hobbes au XVIIe, mais par Épicure. Pour ce qu'on en sait, il reste quelques fragments, notamment quelques fragments politiques, mais au moins, il y a la théorie du contrat. Elle s'y trouve. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit, tant qu'il n'y a pas de contrat, nous dit Épicure. Et donc, on a beaucoup dit que Hobbes était un théoricien de l'absolutisme. Moi, je l'ai bêtement dit quand j'avais 17 ans à ma directrice de thèse, qui me disait, mais pas du tout, il est juste légitimiste, etc. Et en fait, elle avait tort, et j'avais tort aussi. Parce que, alors en même temps, il faut avoir lu l'œuvre complète, et le Léviathan, c'est quand même 500 pages, et grand format, et à un moment donné, il y a une phrase, mais il faut la trouver. Et il faut pas être un peu fatigué, et puis lire vite fait. Il y a un moment donné, on se dit, hop, je reprends, il a dit quoi? Ah oui, ça veut dire ça. Et il y a un moment donné, il nous dit, vous renoncez à votre liberté de nuire, parce que l'État vous protège. Mais, si l'État cesse de vous protéger, vous recouvrez la possibilité de retrouver votre liberté. Vous avez la possibilité de dire, alors moi, je ne suis pas protégé, donc je me protège par moi-même. C'est-à-dire que c'est le droit à l'insurrection. Et c'est très exactement le contraire de Rousseau. Rousseau dit, celui qui n'est pas d'accord, on le forcera à être libre, et finalement jusqu'à la peine de mort. Et Hobbes dit, ah mais on vous protège, mais si l'État ne vous protège plus, vous avez le droit d'insurrection pour vous. Moi, ça me paraît beaucoup plus intéressant, effectivement, d'avoir un philosophe qui nous dit que le droit à l'insurrection est possible ou pensable. Alors, c'est pas n'importe quand non plus, il faut pas dire, j'aime pas Macron, il a dit l'autre jour ça, droit à l'insurrection, et puis je descends dans la rue avec des armes. Faut pas, c'est une arme forte, l'insurrection. Il faut pas manier ça
légèrement. Le droit à l'insurrection n'invite pas à banaliser l'insurrection, mais donne la possibilité de dire oui à un moment donné où quand vous n'êtes plus protégé et que c'est même celui qui doit vous protéger qui vous expose, vous avez la possibilité de vous insurger. Mais ce qui est toujours la difficulté, que ce soit la désobéissance civique ou effectivement le droit à l'insurrection, c'est qu'effectivement c'est qui détermine le point à partir duquel on doit désobéir, on doit s'insurger. C'est quand même l'un des grands problèmes aussi de la philosophie politique. Alors au cœur de tout ça, vous placez une notion qui vous est extrêmement chère, qui est celle de souveraineté, et que vous articulez finalement aussi bien d'un point de vue individuel, et ça on sait c'est votre attachement à la théorie de la Boétie, qu'à une échelle plus large, qui est aussi bien celle de la communauté dans laquelle on peut vivre quotidiennement que celle de l'État. Et pour vous, c'est vraiment au cœur, on va dire, de votre politique, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sans souveraineté. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi une grande propagande. Alors, de la même manière qu'il y a une propagande pour une espèce de chromo de la Révolution française, il y a une propagande contre la souveraineté ou le souverainisme depuis 30 ans. Parce qu'effectivement, en 92, les Français qui ont voté oui à Maastricht ont utilisé pour la dernière fois leur souveraineté en disant le dernier usage que nous faisons de notre souveraineté, c'est d'y renoncer. C'est-à-dire, nous étions souverains. Et au nom de cette souveraineté, on vous dit qu'on n'est plus souverain et qu'on vous donne la souveraineté à vous, Bruxelles, et désormais vous allez décider pour nous. Je dis souvent que le souverainisme n'est pas une politique, mais que le souverainisme, ce sont les moyens de la politique. Et j'utilise aussi souvent cette image. Je dis le souverainisme, c'est la possibilité de dire on doit pouvoir piloter son bateau et être soi-même à la barre. C'est ça le souverainisme. Et le souverainisme, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va prendre à bâbord ou à tribord. Ça veut dire que le bateau, c'est nous qui le conduisons. Et je dis souvent aussi, j'utilise souvent cette image, moi j'habite dans un immeuble de 5 étages, et donc il y a une copropriété, et dans cette copropriété, j'imagine que la copropriété décide de l'heure du lever, du coucher, de l'habillement, en disant voilà, vous n'aurez pas le droit de porter du jaune, les petits déjeuners seront pris entre 7h et 7h30, les déjeuners n'excéderont pas à 13h, le soir plus de bruit à 21h, on ne reçoit plus les gens qui mesurent au-delà d'1m75, vous n'aurez pas le droit de cuisiner du poisson, etc., etc. Bon, ben on n'est plus souverain, quoi, on n'est pas chez soi, c'est-à-dire ce sont les autres qui décident pour nous. Et bien là, c'est la même chose. Personne n'accepte ça, en disant le règlement de copropriété a décidé que je ne pouvais pas faire de poisson. Moi, j'adore le poisson, je mange pas de poisson parce que la copropriété l'interdit. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire dans le dispositif de l'Europe maastrichtienne, qui est problématique, non pas parce que c'est l'Europe, mais parce que c'est Maastricht, je suis un Européen, je dis, nous avons perdu notre souveraineté et nous ne pouvons donc pas mener une politique que nous voudrions mener. C'est-à-dire que, normalement, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Eh bien, le peuple, aujourd'hui, ne décide pas. C'est-à-dire que, comme Madame van der Leyen dit aux Italiens qui vont voter, si vous votez mal, nous avons les moyens de vous faire voir que vous aurez mal voté. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les peuples ne sont pas souverains. Alors, ils ont bien le droit de voter, mais s'ils votent bien. Et s'ils votent mal, on leur dit, vous allez payer le fait que vous ayez mal voté, parce que c'est pas comme ça qu'il faut voter. Ben oui, on n'est plus souverain. Donc, je suis souverainiste parce que je veux que le peuple soit souverain, vraiment, et qu'on puisse demander au peuple ce qu'il en pense. Monsieur le peuple, est-ce que vous êtes d'accord pour que la France s'engage aux côtés des Ukrainiens pour mener une guerre auprès du peuple ukrainien? Oui ou non? Mais là, d'un seul coup, on a un chef d'État qui dit « j'ai décidé, c'est la guerre, voilà. On envoie des armements, on envoie des canons, mais on n'est pas co-belligérant, hein, pas du tout. Ça commence quand, la co-belligérance? Quand on donne des armes à l'Ukraine, on a l'impression que Poutine va nous dire qu'on n'est pas des co-belligérants. Vous nous direz quand ça commence, la co-belligérance? Bah non, ça paraît quand même très clair. Où est-ce que ça a été décidé, cette guerre? Qui la décide? Et pourquoi on n'intervient pas, par exemple, au Tibet? Depuis 1959, le Tibet est occupé par la Chine. Pourquoi tout de suite on n'intervient pas en Arménie? Rien en Arménie. Ah, il n'y a aucun problème. Évidemment, là, il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas le gaz, puis on ne va pas s'opposer à l'Azerbaïdjan, parce que ça voudrait dire qu'on s'oppose aussi à la Turquie, et là, on a les boules. Donc, quand il s'agit d'être un peu courageux et de prendre des positions qui défendraient l'Occident chrétien contre l'islam, alors là, il n'y a plus un Français qui vaille, là. On dit rien sur le Qatar, on y fait même une Coupe du Monde de football. On dit rien sur les pays, les Émirats, où on sait très bien qu'on y décapite des gens parce qu'ils sont homosexuels. Alors, il n'y a aucun problème, là, on fait pas la guerre, là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des bonnes guerres, il y a des guerres qu'on fait pas, il y a des guerres qu'on doit faire, il y a des guerres... On devrait quand même pouvoir poser cette question, et le peuple devrait pouvoir dire, nous allons pouvoir faire quelque chose. Alors on peut, moi, c'est ouvert. On peut très bien imaginer que on prend le parti de Zelensky, on va aider Zelensky, etc. Moi, je veux bien que ce soit fait, mais que ce soit décidé, et pas par des gens dont on sait très bien qu'ils sont jugés partis. C'est-à-dire cette Europe, ça fait des années qu'elle dit on avance, et on va manger le plus possible de terres anciennement russes. Je rappelle quand même pour les gens où je l'apprends à ceux qui ne le sauraient pas, qu'il y a 1000 têtes nucléaires américaines sur le territoire européen. 1000 bombes atomiques en Europe, américaines.
Pourquoi donc 1000 bombes atomiques sur le territoire européen? Pourquoi faire? Mais qui on menace? Qui les Américains menacent-ils avec leurs 1000 bombes atomiques placées sur le territoire européen? Personne. C'est juste qu'il faut entreposer, quoi. Donc il y a un moment donné où on peut dire, on peut faire des guerres, on peut soutenir des gens qui font des guerres, ça je pense qu'effectivement il faut le faire, mais pas sans le peuple, et pas sans des éclairages. Et d'un seul coup, tous ces BHL, Main, Attali, etc., qui nous disent le souverainisme, cette saloperie, c'est une citation de Bernard-Henri, le souverainisme, cette saloperie. Ah, mais quand il s'agit d'Israël ou quand il s'agit de l'Ukraine, alors là, il faut être souverainiste. Vive le drapeau ukrainien, vive l'armée ukrainienne, vive les soldats ukrainiens, vive la souveraineté, le souverainisme ukrainien, vive le militantisme ukrainien, vive les hymnes, vive la monnaie ukrainienne. Ah ben formidable, moi je suis d'accord, mais je suis d'accord avec ces gens-là. Mais vive l'Ukraine ukrainienne, vive l'Israël israélienne, mais vive aussi la France française. Et il y a un moment donné où le souverainisme consiste à dire, mais pourquoi est-ce que le souverainisme c'est bien chez les autres quand ça vous arrange, mais c'est jamais bien chez nous? C'est un grand penseur, hein, n'est-ce pas? Alors, Michel Onfray, on le retrouvera sûrement dans nos rencontres estivales. On en est à la 4e rencontre estivale. Je vous rappelle que le tout a débuté au Vidéorandia numéro 29. Si vous étiez en vacances, là, ça vaut la peine de regarder un petit peu ce qu'on a présenté depuis le début de ces rencontres estivales. La numéro 30. Avec la découverte d'un personnage scientifique très très intéressant qui s'appelle Ramanujan. « 31. Et dans le Club créé, La Belle Verte, le film qui a été présenté lors de la 100e vague la fin de semaine dernière. Cette fin de semaine-ci, c'est la 100 millième vague. Tout ça, je vais vous les présenter en reportage lorsque on sera revenu de ces reportages et que l'été sera avancé. Pour cette émission d'aujourd'hui, j'ai réservé quelque chose de surprenant. Cosmos, de la série de Carl Sagan à la télévision dans les années 90. Et voici les 2 passages que je trouve les plus percutants de ce 13e épisode, le dernier de la série de Cosmos, en rapport avec le phénomène extraterrestre. Eh oui. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quelques mois, après le COP 15 de Montréal, on était à l'époque où je disais il faut faire des représentations sur sentence. À qui? Au phénomène extraterrestre, aux extraterrestres qui nous observent, qui nous regardent pas comme des dictateurs, comme des rois qui dominent. Ils veulent nous laisser grandir, ils nous observent. Ils veulent nous protéger même de faire des erreurs par nous-mêmes. Et là, Carl Sagan déjà avait trouvé un thème pour son dernier épisode qui plaide pour la Terre. Who speaks for the earth? Ou for earth. Alors oui, pourquoi on ne dit pas le mot plaider, parce qu'en réalité, en anglais, speak, ça veut dire qui parle pour la Terre, qui prend la parole, qui peut aider dans la situation actuelle de la planète Terre, peut-être ces êtres extraterrestres qui nous observent, et lui-même était à bord d'une espèce d'ovni sur lequel il avait visité l'univers. Il revient vers la Terre. Et voici ce qu'il a découvert. Il y a dû y avoir des signes indiquant qu'ils étaient en difficulté. Probabilité de survie, un siècle. Moins de 1%. C'est faible. Communication coupée. Cette société a échoué. Ils ont commis la faute. Oui, l'erreur fatale, finale, ultime, une destruction totale de la planète. Mais déjà, depuis le début de l'humanité, on l'a vu au cours de nos rencontres aujourd'hui. Nous croisons les émissions de télévision de la Terre qui passent à toute vitesse. Plus on se rapproche, plus les émissions sont récentes. Besoin immense de savoir ce qui se passe. Même dans les civilisations passées, avec Carl Sagan, c'est la fin de ce 13e épisode, il nous rappelle quelque chose d'important. Écoutons-le.
Then, suddenly, silence. Total Soudain, and absolute. le silence. But the dream Total. was not yet done. Absolu. L'ordinateur galactique, que dit-il de la Terre? There was our region of the galaxy. C'est notre région de la galaxie. There was our world. C'est notre monde. I had found the entry for Earth. Humanity. États nationaux, 6 puissances majeures, 200 nation possibilité states, de devenir about une 6 planète, global powers, the potential probabilité to de become survie, one 1 planet. siècle, moins de 1%. Probability of Nous survival aussi, over a century. Here also, less than 1%. neutrons et rayons gamma, doses quasi mortelles. Donc, ce fut la guerre nucléaire. So it was nuclear war, a full nuclear exchange. Plus de grandes questions, There would be no ni de more réponses. big questions, no more answers, Plus d'amour, never again ni a d'enfants. love or a child. Plus de descendants No pour se descendants souvenir de to nous remember us and be et en proud. être fiers. No more voyages to the Plus de stars, voyages vers les no étoiles. more songs from the earth. Plus de chants de la terre. Cosmopolite a trouvé son véritable sens, celui de citoyen, non pas d'une nation, mais du cosmos. Être un citoyen du cosmos. Il est certain que c'est ici que sont les fondations de notre monde moderne. Mais pourquoi n'ont-ils pas pris racine et fleuri? Pourquoi l'Occident s'est-il endormi durant 1 millier d'années dans les ténèbres jusqu'à ce que Colomb et Copernic et leurs contemporains redécouvrent le travail fait ici? Je ne peux vous donner de réponse simple, mais je sais une chose. Aucun document ne prouve, dans l'histoire entière de la bibliothèque, que parmi les illustres penseurs et scientifiques qui ont travaillé ici, un seul ait remis en question une des vues politiques ou économiques ou encore religieuses de la société dans laquelle il vivait. La permanence des étoiles était mise en question, mais l'injustice de l'esclavage était ignorée. La science et l'instruction en général étaient réservées à quelques privilégiés. La vaste population de cette ville n'avait pas la moindre idée des grandes découvertes qui se faisaient dans ces murs. Comment l'aurait-elle pu? Les nouvelles découvertes n'étaient ni expliquées, ni vulgarisées. Les progrès réalisés ici ne lui apportèrent que bien peu de choses. La science ne faisait pas partie de la vie. Les découvertes en mécanique ou dans la technologie de la vapeur furent surtout appliquées à perfectionner les armes, ainsi qu'à encourager la superstition ou à amuser les rois. Les scientifiques n'ont jamais pris conscience des énormes possibilités des machines pour libérer le peuple d'un travail répétitif et ardu. Les grandes réalisations intellectuelles de l'Antiquité n'eurent guère d'application pratique. La science n'a jamais captivé l'imagination des masses. Rien n'est venu contrebalancer la stagnation, le pessimisme et la plus abjecte soumission du mysticisme. Aussi, quand un jour la foule décida de mettre le feu à cette bibliothèque, il n'y eut personne pour l'arrêter. Les derniers restes de la bibliothèque furent détruits moins d'1 an après la mort d'Hypatie. C'était comme si toute une civilisation s'infligeait une sorte d'auto-punition, une lobotomie de son cerveau, afin que la plupart des souvenirs, des découvertes, des idées et des passions soient irrévocablement anéantis. La perte fut incalculable. Dans certains cas, nous ne connaissons que
les titres alléchants des ouvrages qui ont été détruits. Mais hélas, c'est ce que je vous propose la semaine prochaine, de parler de ce que nous avons déjà entre les mains pour solutionner des gros problèmes, mais serons-nous capables de modifier la nature humaine? Si la peur développe l'agressivité, peut-être que la connaissance enlève la peur, on comprend les choses, on deviendra peut-être pacifique par la force des circonstances. Alors, c'était notre rencontre d'aujourd'hui avec le Vidéorandia numéro 32. Plusieurs suggestions ont été faites. Vous avez dû remarquer qu'en bas de chacune des suggestions que je vous ai proposées, on retrouve le titre qui correspond à la manière de le trouver directement sur YouTube en reproduisant ce titre qui est en dessous de chacune des images. Il y a le lien avec le site. Donc, c'est le site qui contient le vidéo qu'on a regardé et que je vous propose. Alors, vous pouvez aller voir les autres vidéos de ce même site qui sont de la même nature en général. Donc, d'un même intérêt. Voilà, ce n'est que des petites pierres comme un petit peu le petit pousset sur le chemin. On laisse tomber des pierres, des vidéos, on les regarde, on les réfléchit. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes éclairées sur ce chemin qui nous conduira sans doute à ce nouveau monde qui arrive très 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 bientôt. On en reparle la semaine prochaine. Merci de votre attention et bonne fin d'été, bonne fin de vacances. Profitez-en et vous pouvez regarder les suggestions que j'aurai faites au cours de tout l'été, en tout temps, dans des Vidéorandia qu'on appelle les versions estivales 2023. À bientôt. Préparez-vous, c'est maintenant le moment de cliquer sur l'image du vidéo que j'ai proposé aujourd'hui pour y avoir accès directement au début de chacun des vidéos. Si vous voulez aller chercher le moment pointé à partir duquel je montrerai les insertions au cours de l'émission, bien, en bas du nombre de visiteurs, de visionnements, vous avez la description de notre Vidéorandia d'aujourd'hui et la liste des vidéos qui amène à l'adresse qui pointe le début, tel que choisi pour la diffusion de ce Vidéorandia. Merci de votre attention et bonne semaine et à bientôt, bonnes vacances.